Quentin Curte-Boucaud est triathlète professionnel. À la fois coach, passionné de triathlon et surtout de vélo, nous nous sommes dit qu'il serait la personne parfaite pour le questionner sur un sujet important pour pouvoir bien progresser, les capteurs de puissance et la data. Grâce à lui, nous allons pouvoir comprendre comment bien faire son choix parmi les outils existants et comment bien appréhender et utiliser les données collectées pour optimiser ses séances d'entraînement. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais pèleriné, avec ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir à nouveau un triathlète de très haut niveau, professionnel depuis quelques années. Et vous le savez, dans le podcast, on aime s'attarder sur les parcours de nos invités, évidemment. Et on va bien sûr le faire aujourd'hui, mais on va aussi pas mal aborder le prisme de la data, et plus précisément des capteurs de puissance pour le vélo. Quentin, notre invité, envoie du lourd en vélo, et on va donc lui poser pas mal de questions pour avoir largement de quoi le dépasser sur les prochaines compétitions. Quentin, bonjour et bienvenue sur le podcast. Salut, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, je suis accompagné de Geoffroy. Geoffroy, bonjour. Salut Quentin, salut à tous. Salut Geoffroy. Du coup, Quentin, première question, évidemment, question traditionnelle sur le podcast du PPTC quand on commence l'épisode. Le plus simple, c'est que tu puisses te présenter. Qui es-tu, Quentin ? Alors, je suis Quentin, aka José. Ça c'est dit. Pour les intimes. Voilà, pour les intimes ou... Voilà, non, les intimes, ça me va. J'ai 33 ans, je suis marié à Alexandra depuis 7 ans. Je suis papa d'un petit mec qui a 20 mois, qui s'appelle Léon. Et puis je crois que ce qui m'amène ici, c'est plutôt le sujet du triathlon. Donc je fais du triathlon depuis pas mal d'années maintenant, enfin pas si longtemps que ça finalement, depuis 2013. Et voilà, je bosse dans l'aéronautique en parallèle de ça. Je suis technicien responsable d'essai sur les turboréacteurs civils en développement. Donc les moteurs d'avion du futur, proche entre guillemets. Putain, c'est la classe comme job. Voilà. Ça. C'est clair, ça impressionne. Ouais, en fait, franchement, le nom est bien plus stylé qu'il n'y paraît. Mais bon, c'est quand même pas mal comme job et c'est toujours intéressant. Et puis pour les gens qui aiment la techno, c'est passionnant. Et en parallèle de ça, j'ai ma boîte de coaching aussi avec 15 athlètes en coaching individualisé. Cool. Voilà. Et t'es basé où ? En coaching ou dans le boulot ? Ouais, dans le boulot, t'habites où ? Alors moi j'habite en région parisienne, à Meudon. D'accord. Et voilà, et je travaille soit au centre de recherche de Melun, soit sur un site militaire sur le plateau de Saclay, que vous devez bien connaître pour ceux qui sont en région parisienne, puisque vous passez devant très souvent. Tout le temps, juste après HEC. Voilà. Exactement. Okay. Et du coup, tu nous disais que ça faisait pas si longtemps que ça que tu faisais du triathlon. Tu as commencé quand ? Et non, en fait, j'ai commencé en 2013, mon premier triathlon, je crois que... Non, c'était en 2012, mon premier triathlon, ouais. C'était un samedi. C'était Commencer le triathlon samedi et tout. Je m'en souviens très bien parce que je suis arrivé en retard et je l'ai su le mercredi. Voilà. D'accord. Ah oui. J'allais faire un triathlon le samedi, quoi. Et t'en avais jamais fait, tu devais forcément courir un peu ou avoir quelques basiques quand même. Non, en fait, ouais, voilà, je faisais pas mal de vélo parce que j'habitais dans le 15e et j'allais à la fac de Ville d'Avray. Et donc, du coup, j'allais en vélo tous les jours à la fac. Bon, c'est pas des gros kilomètres, mais c'était ça. Et puis je faisais à l'époque du pignon fixe dans Paris. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le vélo en fait avec ce qu'on appelait les rides du mardi, qui étaient plutôt pas trop énervés, mais on roulait bien. Et après les rides du jeudi où là c'était assez énervé quoi. Je me souviens les 2 premiers rides du jeudi que j'ai fait, on partait de Palais Royal. Et genre le premier, j'ai pété à Concorde. Donc genre j'ai fait 400 mètres. Ah oui, ça devait partir fort. Les gars, il y avait quand même quelques feux là entre les deux. Et ouais, non, voilà.
Et tu faisais du... En fait, je travaillais au... Pardon, excuse-moi. Non, tu faisais du sport plus jeune? Oui, j'ai un peu bricolé sur plein de trucs. Mes parents étaient sportifs, ils ont fait du sport quand même assez haut niveau en handball. Et du coup, j'ai toujours fait plein de sports, mais pas un sport en particulier. J'ai fait de la boxe très longtemps et du foot assez longtemps aussi, mais c'est tout. Vu ton métier actuel, il y avait peut-être aussi pas mal de temps pour les études, non? Non, parce qu'en fait, j'ai pas mal déconné étant jeune, et donc je me suis rattrapé juste un peu à la fac. Mais en vrai, j'ai qu'un DUT moi en génie thermie et énergie, et donc c'est un bac plus 2 quoi, voilà. Très bien. Bah écoute, c'est une belle évolution en quelques années du coup, parce que si je dis pas de bêtises, je te laisse compléter bien sûr, mais t'es passé pro en 2019, c'est ça? Oui, je suis passé pro en 2019, ouais, exactement. Avec ma première course à Dubaï. À Dubaï, qui était pas très étincelante, mais c'était cool de découvrir. En fait, je revenais d'un mois sans course à pied, et bon, je suis pas un coureur, mais néanmoins, c'était une belle première expérience, et bon, c'est pas là où j'irai faire mes vacances, Dubaï, mais c'était fun de faire une course dans un spot aussi démesuré que Dubaï. Et qu'est-ce qui t'a fait te décider à passer pro? Écoute, en fait, je trouvais que pour être pro en triathlon format Ironman, il y a une grosse ambiguïté là-dessus, et j'en ai toujours parlé avec des pros, enfin je dis des vrais pros parce que pour moi, un mec comme Yvan Jarry, que j'ai côtoyé à l'époque où j'étais dans la Triathlon Star Team Pro, pour moi ça c'est un vrai pro. Moi je suis pas un vrai pro, je suis là pour m'amuser, c'est pas mon gagne-pain. Ce qui m'a décidé à passer pro, c'est la perspective d'évolution, ou aussi le chemin que j'allais faire dans ma tête pour progresser. C'est-à-dire, c'est pas un step de plus par rapport au niveau, c'était juste un step de plus de challengeant pour moi, en fait. En me disant, bah, j'ai envie de progresser en natation, et ça faisait partie de ce que je m'étais mis dans ma tête, en fait, en me disant, bah, j'ai envie de progresser en natation. Si je passe pro, je sais que je vais bosser la natation à fond, quoi. Et voilà. Tu parles justement de l'interview avec Yvan, et la question qu'on Mhm. lui a posée et à laquelle on n'a pas réussi à totalement répondre, c'est à partir de quel moment on passe pro justement sur le format Ironman. Quand tu dis je suis passé pro parce que j'ai fait la course à Dubaï, En fait, c'est quoi la raison? moi, c'est juste parce que tu vois, j'ai fait 3 fois les championnats du monde à Hawaï, et je me suis éclaté à chaque fois. Enfin, que ça soit la destination, comme le spot. Puis malgré tout, même si tu vois, des fois on essaie de se dire, ouais, j'aime pas trop les courses où tout le monde a ses manches en compression, tout le monde est avec son t-shirt de finisher et tout. Mais c'est un truc qui quand même me fait kiffer, tu vois. Bon, je le fais pas, mais j'aime bien aller sur le... Et voilà, Hawaï, c'est quand même la Mecque, donc je l'ai fait 3 fois, je me suis éclaté à chaque fois, la course m'a éclaté à chaque fois, et j'avais fait mon truc, enfin, voilà, mais c'était sans prétention, en fait. Franchement, c'est pas de la fausse modestie, mais je me suis dit, ouais, je passe pas pro parce que j'ai l'impression que c'est prétentieux, quoi. Et puis un jour, je me suis dit, bah, vas-y, fais-le. C'est pas parce que, même si tu finis dernier pro, puis bon, au final, j'ai jamais fini dernier pro, donc ça va. Mais ouais, non, c'était une façon de me challenger, et puis de m'accorder plus de temps dans ce truc, dans ce délire un peu égoïste. Voilà. Parce que du coup, ça a changé quelque chose sur ton quotidien, ton rythme, enfin ton implication. C'était vraiment ça la bascule finalement? Je sais pas. Je pense que ça m'a plus détendu dans ma pratique. C'est paradoxal, hein, mais en fait, ouais, ça m'a plus détendu dans ma pratique parce que je suis pas à la recherche d'une place, je suis pas à la recherche d'une qualif, je suis à la recherche de faire ma course, mais tout en suivant la dynamique qu'ont les courses de pro, quoi. Enfin, en essayant, parce que j'ai pas, tu vois, quand je sors deuxième pack pro, pour moi, c'est déjà une très belle course en natation. Ça m'est arrivé que 3 fois pour l'instant, alors que j'ai fait 8-10 courses en pro. Euh, mais ouais, je pense que ça m'a détendu, en fait. Et puis je m'implique vraiment, comme je disais, moi c'est surtout le fil rouge, en fait, c'est la natation, quoi. Je m'implique beaucoup plus en natation. C'est parce qu'en pro t'es obligé, quoi. Tout le monde dit que tu peux gagner une course en natation, mais la perdre aussi en natation. Ouais, c'est clair. Voilà. Sûrement pour ça que j'ai jamais gagné de course du coup. Et t'as réussi à progresser alors? Ouais, Ouais. je pense. Alors c'est pas encore tout à fait. Enfin,
je manque de régularité en course, surtout sur l'année 2020, parce que je n'en ai pas fait. On va pas te demander Non, pourquoi. mais ouais, non, ouais, je manque encore un peu de régularité, mais j'ai énormément progressé, en tout cas d'un point de vue technique. Donc, ça se voit évidemment pas en course, mais en bac, ça se voit. Là, je viens de changer de club. Enfin, je suis dans un club élite. Enfin, je suis en essai pendant 3 mois là, dans un club élite avec des gamins qui ont entre 16 ans et 20 ans et qui sont en N1, donc des nageurs mais monstrueux. Hein, enfin, ça nage très vite et c'est une grosse remise en question quoi. Quand t'as Même en club, 33 ans, t'as une période d'essai, quoi. et ouais, mais c'est un club C'est élite, fou, hein. hein. C'est un club Ah élite, donc ouais. c'est des gens. Il y en a qui sont en Je savais équipe, pas que ça se enfin, faisait. qui sont au plus haut niveau de natation. Le N1, c'est le plus haut niveau de natation. Ok, Voilà. trop cool. Et t'as réussi à adapter ton temps de travail ou comment ça se passe? Alors, je jongle un peu. Disons que ils me font pas forcément plus de cadeaux que les autres sociétés. L'avantage d'être dans un grand groupe, c'est ils sont réceptifs à ça, qu'ils essayent un peu de communiquer en interne autour de ma pratique, de mes résultats, et ils m'accordent peut-être plus facilement des jours de congé. Ou donc j'ai bénéficié d'un congé sabbatique en 2018 pour une période de 6 mois. J'avais eu suffisamment de financement pour me financer un salaire, donc je me suis dit bah autant, enfin c'est ce que j'aime faire le plus au quotidien, tu vois, donc pourquoi pas le faire quoi, enfin si on peut. J'avais pas plus d'ambition que ça en faisant ça, mais c'était cool. Et puis après non, bah j'essaie de travailler à 80% quand je peux, donc un jour par semaine de dispo, mais ça dépend de la charge de travail. Là je sors d'une grosse période de charge de travail où c'était pas possible, donc je jongle un peu, mais les entraînements de natation typiquement c'est 6h20, 8h20, donc ça me permet d'arriver au travail à 8h30. C'est transparent presque. Ça passe, ouais. Et, Voilà. et du coup, bon, tu l'as dit, 2020, t'as pas fait d'épreuve. Bon, on connaît tous le contexte. T'as des échéances à venir là sur. Bah, là, on est un petit peu en pleine saison, donc c'est quoi tes prochaines courses ou tes prochaines challenges? Je me suis inscrit cette semaine. En fait, à la base, j'avais prévu de faire l'Ironman du Texas, qui a été annulé, décalé en septembre. Et en fait, ça faisait une grosse densité septembre-octobre. Il va y avoir plein de courses. Ça va être un carnage le week-end. On va passer nos journées devant la télé. Et du coup, je me suis inscrit le 15 août à l'Ironman de Francfort, que j'ai déjà fait en 2015. C'est pas une course, c'est pas idéal dans le planning par rapport aux vacances notamment, et puis par rapport à mes ambitions. Mais bon, c'est cool aussi, j'aime bien cette course. Francfort, c'est cool, c'est facile, pratique. Donc j'ai ça le 15 août. Ensuite, je vais essayer de faire la Floride en novembre. Et là, je vais essayer, si j'arrive, de battre le record de France sur la distance Ironman à vélo. Sur les 180 km uniquement. Aucune prétention en natation, aucune prétention à pied. Quand même, en essayant de faire une belle course, mais c'est là ma grosse target de l'année, c'est là. Ce serait une belle perf déjà. Ce serait une belle perf, et du coup, on est ravis de t'avoir pour parler de vélo juste après, c'est un clair. petit peu plus dans le détail. On s'est pas moqué des auditeurs, quoi. Et juste peut-être pour l'objectif, excuse-moi, de la saison, là, tu veux essayer d'avoir une place à Hawaï ou tu l'as peut-être déjà? Non, honnêtement, ça serait. Non, je suis tout à fait conscient que c'est à des années-lumière de mon niveau en pro. En fait, le système d'allocation des slots pour les professionnels est un peu différent que chez les amateurs. Et en gros, il faut faire premier, deuxième ou troisième d'une course en fonction de si c'est un championnat intercontinental ou pas. Et honnêtement, c'est vraiment à des années-lumière de mon niveau. Hein. Enfin, est-ce que nous disait Arnaud va faire un top 3 Ouais, pas évident. C'est vraiment. Enfin. C'est pas mon niveau, voilà, faut être tout à fait honnête. C'est pas grave, hein, je m'en veux pas. Hein, Et puis, non plus. Voilà. Non, mais tu vois, je me dis déjà, moi, j'aimerais bien. L'an dernier, en 2019, j'ai fait à Cozumel un top 15. C'était mon objectif. Je m'étais dit, je veux faire moins de 8h30, top 15, et courir moins de 3h15 au marathon, ce qui est pas monstrueux pour l'impro. J'ai rempli mes targets. J'ai jamais des trucs trop ambitieux, je crois. Enfin, j'essaie de me faire des steps pas trop élevés parce que j'ai vite compris que c'était un sport de patience et ça sert à rien de se dire non, moi déjà j'aimerais bien faire un top 10 un jour sur Ironman. Et, voilà. Et sur la partie coaching, tu disais que tu coachais une quinzaine d'athlètes aujourd'hui. C'est que des triathlètes ou tu fais du focus sur les sports? Que des triathlètes de tout niveau. Non, que des triathlètes de tout niveau. J'ai des chasseurs de slots, j'ai des gars qui découvrent le triathlon, et d'ailleurs c'est des morts de faim. Enfin, c'est un métier que je fais avec
que j'ai commencé par passion, que je fais toujours avec passion, et je suis super content parce que j'ai 15 gars avec qui je m'entends hyper bien, et j'espère répondre à leurs demandes et les emmener là où ils veulent. Et enfin, c'est hyper passionnant. Ça me demande énormément de temps parce que j'ai quand même un boulot à temps plein, et le coaching me demande environ 20 heures par semaine de travail. Effectivement, c'est impactant. Donc, ouais, c'est impactant. Mais après, j'ai 2 métiers, donc ça me permet d'avoir la qualité de vie que je veux, quoi. Mais c'est passionnant. En vrai, c'est vraiment passionnant. Enfin, de voir des gars progresser, et quand ils font une course, après, moi, ça me tient à cœur, quoi. C'est un truc, de les voir réussir, de leur mettre des challenges sur des séances qui sont horriblement dures, et de me dire, bon, bah, pas sûr qu'elle passe, et puis de voir qui réussit, quoi. C'est génial. Ouais. Et ça te nécessite du travail de recherche par toi-même pour compléter ce que toi tu t'es appliqué à toi-même, ou ce que ton coach par le passé t'appliquait comme plan d'entraînement. Ça te permet d'aller un petit peu plus loin dans ton appréhension de la discipline, ou comment tu fais pour faire les plannings de chacun? Parce qu'avec des niveaux différents, ça doit pas être simple. Alors, en fait, ce qui est génial, c'est que quand j'ai commencé le triathlon, j'ai commencé tout de suite avec un coach, avec Jonathan Traioen, et qui a été mon coach pendant toutes mes années de triathlon jusqu'à ce qu'il nous abandonne, qu'il parte l'an dernier. Et il nous a appris à être vachement autonome dans notre pratique, et il nous a beaucoup éduqués sur plein de choses, de l'alimentation en course, même pré-course, jusqu'à la prépa mentale, et puis plein de domaines en physio. Et ça a toujours été passionnant, et il nous a toujours invités à nous documenter. Donc j'ai des piles de bouquins, et puis je l'ai toujours bien écouté. Je suis toujours allé sur les sites qu'il m'a conseillé, écouter les conférences qu'il m'a conseillées, et puis dans le partage des expériences avec les autres, on apprend comme ça. Après, le coaching, il y a un truc qui est pas simple, c'est surtout la période d'adaptation, quoi. Enfin, je trouve que souvent j'ai des gars qui me demandent de les coacher pour une échéance, et donc sur des délais de 6-8 mois. Et en fait, bon, je le fais quand c'est des gens que je connais bien, mais c'est quelque chose qui est complexe, parce qu'en fait, je trouve qu'il faut au moins 6 mois pour connaître un peu quelqu'un, quoi. Et connaître ses qualités, ses faiblesses, et puis axer le travail en fonction de ça, quoi. C'est ce que j'allais te demander, justement, si tu les accompagnais plutôt sur une longue période, ou si c'était c'est quoi, en moyenne, c'est quoi, c'est sur un an, ça dépend d'eux et des échéances. Ouais, c'est ça, ça dépend des échéances, mais vraiment, moi j'aime bien travailler sur un an minimum, et au final, là j'ai pas mal de gars que je coach depuis plusieurs années, et c'est ceux que je connais le mieux, on se connaît bien, et ça se passe bien. Enfin, ils réussissent pas toujours, mais je trouve que c'est là que c'est le plus passionnant. Ouais. Et tu vas leur montrer qui est le patron en vélo des fois, ou quoi? Fais des sorties avec eux sur le tard. Je fais mes sorties souples avec eux. non, ouais, quand même. J'essaye de pas les rendre trop forts non plus. Non, mais en plus, c'est vrai que tu parlais de 6 mois de préparation avec eux. C'est vrai que le triathlon, t'as quand même 3 sports, donc c'est quand même compliqué de monter à un niveau, on va dire, plus que satisfaisant. Si tu commences à prendre un coach, c'est que tu as des échéances importantes et que tu as une envie de progresser. 6 mois, c'est court pour progresser sur 3 disciplines au final. C'est court. Après, souvent, quand je dis oui à des gens pour 6 mois, c'est surtout des gens qui ont déjà une base, en fait. Voilà. Je vais pas prendre quelqu'un qui débute parce que c'est pas la peine. Enfin, effectivement, comme tu dis, 6 mois, t'as pas le temps de commencer une phase de développement. T'imagines, il faut d'abord connaître les faiblesses de la personne, axer le développement sur ses faiblesses pour enfin, c'est pas jouable. Ouais. Non, 6 mois, c'est trop short. Et c'est pas un truc que tu veux faire full time, coach? Non, parce que j'aime bien cet équilibre de vie entre mon boulot qui est pas toujours passionnant en aéronautique, parce que je fais des essais de développement, donc il y a toute une partie programmation de système, et toute une partie d'essais qui peuvent être des essais assez fun, ou quand on détruit des moteurs ou des trucs comme ça, c'est cool. Mais par contre, il y a des fois des essais d'endurance, tu vois. Donc des fois, t'es 6 heures devant un écran, tu dis à tes gars, on accélère le bousin. Il y a des moments chiants, et je pense que le boulot de coach, c'est un peu pareil. Il y a des moments où, tu vois, j'ai 15 athlètes, mais là, j'ai la chance cette année, j'ai que des gars avec qui je m'entends super bien. Mais si t'as 30 athlètes, tu peux avoir des gars avec qui tu t'entends pas bien, et c'est compliqué parce que il faut quand même les amener là où ils veulent, et répondre à leurs objectifs, quoi. Enfin...
Ouais, puis Donc non, j'ai pas du tout envie de faire ça full time, ouais, non. faut pas non plus dénaturer la passion, quoi. C'est souvent l'exemple du Ouais. passionné de ski qui finit à l'ESF, qui fait que des pistes vertes, ça doit être un peu horrible, quoi. Et puis il y a les traces de lunettes en plus. Voilà. Ouais, traces de lunettes. Ah, ça peut avoir du style. Ça. C'est vrai. Ça, c'est ce qu'on pense, Regarde-nous mais avec nos traces de bronze. ouais, voilà. On Ça, essaye, quoi. c'est ce qu'on se dit, mais c'est faux. Faut être honnête avec nous-mêmes. Enfin, en tout cas, moi j'essaye de pas trop le faire, quoi, parce que c'est surtout ma femme qui me tape sur les doigts. Moi, j'ai une dernière question avant qu'on passe un petit peu sur ce focus vélo et sur la partie data. J'ai vu que tu soutenais une association, l'association du syndrome de Barth. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, éventuellement nous dire ton implication, comment est-ce qu'on peut participer à cette association, pardon. Bah déjà, merci beaucoup d'en parler parce que c'est une association qui me tient à cœur, que je soutiens depuis plus de 3 ans, je crois maintenant, 4 ans. C'est une maladie génétique qui touche uniquement les mecs. En fait, c'est les mamans qui transmettent ça aux petits mecs. Et c'est une maladie rare. Il y a moins de 200 cas dans le monde de mémoire. Et donc, c'est une maladie qui attaque le système immunitaire. En fait, ils ont un problème de globules blancs, donc du coup ils chopent à peu près toutes les merdes qui passent, donc genre un rhume pour nous c'est une semaine, pour un gamin atteint du syndrome de Barth c'est un séjour à l'hosto, quoi. C'est des gamins qui ont des troubles de l'oralité aussi, donc en fait ils mangent avec une petite sonde gastrique au niveau de l'estomac. Pareil, ils ont des problèmes de croissance, des problèmes musculaires, donc en gros faire 200 mètres à pied pour lui c'est l'équivalent d'un Ironman pour nous, quoi. Voilà, c'est pas des gamins qui ont une vie facile. Et moi, je connais un petit mec qui s'appelle Raph, et je connais bien ses parents, Phil et Flo, qui sont devenus des amis, Raph aussi. Et c'est fou parce que Raph, tu le vois, il a le sourire jusqu'aux oreilles, il a la banane alors qu'il a une maladie, mais vraiment hyper relou, quoi. Enfin, au quotidien, c'est compliqué à vivre. Et en fait, à mon niveau, je peux pas faire grand-chose. Raph est passionné de triathlon, ses parents sont passionnés de triathlon. Il y a une grosse énergie autour du triathlon, où chaque année, on fait tous une course avec tous les membres de l'association. C'est souvent d'ailleurs à Deauville. Là, cette année, le rendez-vous, c'est au Sable d'Olonne. Moi, j'y serai pas, mais je serai à Deauville quand même pour porter les couleurs du syndrome de Barth. Et non, ce qu'il faut juste faire, c'est communiquer autour du syndrome de Barth pour que les parents qui se retrouvent face à cette maladie soient au courant des symptômes, que ça soit plus facile pour les diagnostics. Le but final étant évidemment de faire avancer la recherche, donc forcément de récolter des fonds, donc ça passe par des dons, ça passe par des ventes aux enchères qui sont organisées sur plein de thèmes, hein. Là par exemple, il y a un domaine qui a mis une vente aux enchères, une bouteille de 6 litres de rosé, donc de quoi se faire une bonne soirée quand même, avec en plus gravé le logo du syndrome de Barth. Et voilà. Et là, moi, je vais prochainement mettre aux enchères. Ça fait 1 an que je le dis, mais c'est juste parce que je trouve pas de plateforme pour le mettre aux enchères. Mais j'ai 2 de mes sponsors qui m'ont donné 2 packs, 2 XU, donc une combi, un sac de transition, une trifonction et Ta Énergie qui m'ont filé plein de produits énergétiques, des bidons, et tout ça va être mis aux enchères et tous les fonds seront reversés à l'association syndrome de Barth. Super, bah écoute, merci beaucoup. Si par ce modeste podcast, on a pu faire un petit peu connaître cette maladie et surtout cette association, et ben tant mieux. On n'hésitera pas à mettre évidemment les liens de l'asso dans les descriptions du post, etc. Et du coup, c'est adorable. C'est la moindre des choses. Et du coup, la transition n'est pas simple pour enchaîner, mais c'est un moment un peu mélancolique et exactement. tout là. Mais on va rentrer dans le cœur un petit peu de l'épisode, sur ce focus vélo. Donc on l'a compris, t'es un peu une brute en vélo. En tout cas, c'est comme ça que certains des contacts qu'on a en commun t'ont décrit. Donc déjà bravo, parce que c'est sympa toujours de se positionner en tant qu'expert du vélo et qu'on puisse te contacter pour ça. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette passion pour le vélo ? J'ai lu que tu pouvais laver ton vélo jusqu'à 4 fois par jour, etc. Que t'étais un petit peu passionné. J'ai cru d'ailleurs comprendre qu'il t'était arrivé une petite bricole il y a pas longtemps avec un vélo qui est tombé, ou j'ai pas trop compris. Ah oui, je crois que t'as tapé dedans, non ? C'est ça ? En vrai, pourquoi je suis pas mauvais à vélo, je peux pas vraiment l'expliquer. Enfin, je pense que physiologiquement, le fait que j'ai quand même un fessier de la taille d'un semi-remorque, ça joue beaucoup dans la balance. Étant donné que c'est un des muscles les plus puissants du corps humain et qui sert un peu quand même dans le vélo. Mais en fait, plus que ça, je suis passionné par l'objet, quoi. Et pas vraiment j'adore le vélo de triathlon parce que je trouve que c'est un bel objet qui en plus
où les marques investissent technologiquement dans le développement. Mais ouais, les vélos de route, je trouve ça beau. Enfin, je trouve que c'est un objet magnifique. Je sais pas ce qui se passe. Honnêtement, je dis toujours à ma femme, si j'étais riche, j'aurais 200 vélos, quoi. Enfin, je suis un dingue. J'adore tout, quoi. Tous les vélos. Bon, je préfère loin de la grande industrie, quoi. J'aime bien les vélos en acier, pas forcément anciens, hein, mais même récents. Mais j'aime bien les vélos qui sortent un peu des sentiers battus. Je sais pas, les Bastions, les Provacycle. Puis même mon sponsor. Enfin, moi, je roule chez Parly. C'est pas. Je pense que je dois être un des seuls triathlètes au monde à rouler là-dessus, quoi. Je sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, en tout cas, en pro. Voilà, donc je sais pas d'où me vient cette passion. Non, c'est venu tardivement. Hein. J'ai travaillé dans un magasin de vélo pendant mes études, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Et après, mais je me souviens très bien encore de mon coach, en fait, qui me disait... mais c'était il y a des années, c'était au tout début, quand on a commencé à être coach ensemble, il m'a dit « On pourra faire quelque chose de toi à vélo ». Et j'ai toujours cette phrase qui tourne en boucle dans ma tête sur chaque séance, et je me dis « Mais ouais, il y a toujours quelque chose avant d'arriver à l'asymptote ». Donc, faut continuer d'appuyer. C'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne en général. Il n'y a pas de secret. Justement, j'allais te demander, c'est quoi ton secret pour progresser ? C'est de rouler ? Non, c'est pas de rouler parce que justement, en fait, je trouve que... Enfin, en tout cas, que ça soit dans ma façon d'aborder le coaching comme ma façon d'être coaché, j'ai jamais fait un volume d'heures monstrueux. Enfin, tous mes chiffres, je les publie tous sur Strava. Je mets toutes les séances, tous les watts. Je suis hyper transparent là-dessus. Et je pense pas faire des trucs extraordinairement durs, quoi. Je m'implique quand il faut. Je fais des séances bien calibrées avec... Je pense qu'il y a une grosse part d'intensité. Enfin, il y a toujours du contenu dans les séances. Je vais jamais rouler, enfin rarement rouler 5 heures. Déjà, j'ai pas le temps. Enfin, parce que le week-end, j'ai une fenêtre le samedi matin. C'est ma seule fenêtre le week-end. Et le reste de la semaine, je jongle entre le boulot, enfin les boulots, la famille, le petit à la crèche, le petit dans la piscine. Ah non, non. Enfin bon, c'est toujours un doux jonglage. Donc non, pour progresser, je pense que la meilleure solution, c'est soit de se tester si on est en self-coaching, soit de prendre un coach, quoi. De se tester sur des séances, voir ce qui nous emmène à progresser. Certains préfèrent jouer sur des zones autour de PMA, d'autres autour de FTP, d'autres faire plutôt de l'allure SP. Voilà. Donc toi, tu es plutôt sur du petit volume, mais du volume qualitatif et... Exactement. Ouais, je fais jamais, voilà, plutôt du petit volume qualitatif. Puis, étant en région parisienne, et je suis assez friand du home trainer, et bien sûr que j'ai déjà fait des séances totalement débiles où je me suis tapé des 6-7 heures de home trainer, mais... Effectivement. C'était pour le confinement, ça. 6-7 heures, c'est dur. Non, même pas. T'étais même pas obligé. Mais non, parce que pendant le confinement... Ah non, on n'avait même pas le droit de rouler, les pros. C'était pendant le deuxième confinement où on avait le droit de rouler. Mais le premier, non, j'étais dans le sud et je faisais du home trainer dans le jardin, quoi. Donc non, mais c'était un truc totalement débile. Mon coach m'avait dit, ouais, je viens dormir chez toi, on se réveille comme si c'était une course. Donc on s'était réveillé à 4h du matin avec un tout petit déj, et on démarre, on se recouche un peu et on démarre 2 heures après, et en mode course. Donc on est parti direct, allure course. Et on a fait, alors lui il faisait une simulation d'Embrun et moi je faisais une simulation de l'Ironman de Floride, où j'ai eu le record du monde amateur sur la distance Ironman. C'était une rude journée. Donc tu disais, pour revenir à ce que tu disais, il faut se tester, quoi. Et quand tu dis se tester, c'est quoi ? C'est faire un test FTP au moins ? Test PMA aussi ? Ouais, alors ça, je pense que oui, c'est test... Ouais, alors pour le coup, moi j'utilise beaucoup la FTP maintenant, alors qu'avant je travaillais beaucoup avec la PMA, mais maintenant je me calibre plus sur le tableau de Kogan. Alors qu'avant j'utilisais plus les données de Fred Grapp, qui se base lui sur la PMA. Oula, va falloir qu'on décode pour nos auditeurs, je pense là. Alors c'est deux chercheurs. Okay. Fred Grapp, c'est un chercheur qui est aussi, je crois, directeur sportif de la FDJ ou un truc comme ça. Je suis pas. Et Kogan, c'est un autre chercheur, voilà. Et donc ils ont chacun leur tableau de zone entre guillemets, et donc on va dire leur critère max, quoi. Et Kogan, c'est plus la FTP, et Grapp, c'est plus la PMA. Voilà. Et avant, je travaillais plutôt avec le tableau de Grapp, et maintenant avec Kogan. Donc plutôt sur la PMA. Donc, ou j'ai inversé. Sur la FTP. Ah d'accord, j'ai inversé. Mais donc, après, je pense que non, ce qu'il faut, c'est se tester sur plusieurs cycles, ouais. Sur 2-3 cycles de 3 semaines. Moi, je travaille sur des cycles de 3 semaines, 1 semaine, peut-être comme beaucoup, je sais pas trop. Donc 3 semaines d'effort, 1 semaine de repos.
C'est Voilà. ça. Putain, j'aurais espéré Alors, l'inverse. La semaine moi. de repos, Et non. la semaine de repos, moi je l'appelle plutôt assimilation parce que on se repose un petit peu, mais on garde toujours de l'intensité Ouais. pour pas être trop mou. Mais ouais, se tester sur 2-3 cycles, voir où ça nous emmène, et puis se tester comme ça plusieurs fois dans l'année, et puis bah, une fois qu'on a trouvé un axe de développement intéressant, aller là-dessus, quoi. Voilà. Là, ta FTP, t'es à combien là? Juste pour nous dégoûter. Alors là, en ce moment, je suis bien, donc je suis à 400 watts quand je suis bien. Donc en watts par kilo, ça fait quoi? Ça fait 3-5? Bah, ça dépend du nombre d'apéros, Ouais. du nombre de bouches dans le week-end, quoi. Parce que j'ai une grosse variabilité, moi, qui peut aller de 79 800, enfin de 80 kilos, on va dire, à 87 à Noël, quoi. D'accord. Voilà. Et pour nos auditeurs qui justement nous écoutent, comment tu testerais la FTP? C'est plutôt sur Zwift, plutôt dehors? C'est quoi ce que tu conseilles? Alors non, ouais, plutôt sur le l'entraîneur. Enfin quoi, quand je dis Zwift. Bah, étant donné, personnellement, j'ai déjà fait plusieurs malaises sur le vélo, et du coup, ça m'angoisse un peu les séances intenses en extérieur. Même à Longchamp, maintenant, je vais attention, je fais un Longchamp pour ceux qui sont pas parisiens, je suis désolé. C'est un anneau autour d'un hippodrome, et ça permet de faire des séances quand même assez qualitatives, sans circulation, mais il y a beaucoup de cyclistes aussi, ça peut être dangereux comme spot, donc sur des séances d'allure spécifiques autour d'Ironman et d'Alpha Ironman, ça passe. Après, dès que c'est PMA, moi je reste sur l'homme Trevor. Ouais, c'est Trop peur, quand même un petit peu d'avoir moins de accident. risque quand t'es chez toi, sans voiture, sans personne d'autre. Bon, t'as très chaud, mais c'est quand même plus sécure, quoi. Exactement, ouais. Euh, D'ailleurs, mon dernier malaise remonte au premier confinement. Mais tu t'es tombé Sur du une- coup de home trainer? Comment ça se passe? Non, c'est en descendant du home trainer. Ah oui, c'est en descendant, j'ai- d'accord. Ok. J'ai fini la séance, c'était sur encore une brillante idée de mon ancien coach. Il nous avait fait un défi du confiné. Et j'aime pas trop je suis pas très course, moi. Je suis pas un mec compète ou défi. Enfin, voilà. Mais là, je m'étais quand même prêté un peu au jeu. Et puis, je crois que c'était 12 fois 30 secondes à fond. Et puis, bah, après, en finissant la séance, je suis rentré à la maison, j'ai voulu monter les escaliers, j'ai fait un malaise dans les escaliers. Appuie un peu trop fort sur les pédales, visiblement. Puis il faisait chaud à l'époque. À l'époque, premier confinement, il faisait très chaud. Exact. Si tu devais nous donner des caractéristiques de ton vélo aujourd'hui, comment il est configuré? C'est quoi Il est tes... beau. Ouais, ça c'est important, ça on est d'accord. Non, ouais, mais c'est totalement subjectif, hein, mais moi j'adore le fait d'avoir un beau vélo. Enfin, j'ai- c'est toujours important, je trouve. Enfin, moi, quand mes athlètes me disent, ouais, est-ce que tu crois que je dois acheter celui-là? Je dis, mais est-ce que tu crois? Attends, ça veut dire quoi? Est-ce que tu en as envie ou est-ce que c'est un besoin? Si c'est un besoin, bah, pas forcément, mais si tu en as envie, oui. Et donc, non, comment? Bah, en fait, l'avantage de rouler avec la même marque depuis 3 ans, c'est que j'évolue chaque année sur des petits upgrades qui me permettent d'améliorer, que ce soit ma position, le confort, le rendement. Et, et cette année, je crois que le vélo correspond vraiment à tout ce que je voulais. Donc j'ai quand même des prolongateurs qui sont pas des prolongateurs comme on voit sur mesure maintenant moulés aux avant-bras, mais qui néanmoins Ah, ça existe, ça? suivent la. Ouais, ça Ah ouais, je existe. savais Ouais, pas. T'as pas On ça. peut mouler, non? Et ça coûte une fortune. C'est Ah ouais, tu entre m'étonnes. 2000 et Ah oui, c'est 2000 et 6000 euros pour ceux qui sont en impression 3D peut-être titane. pour ça que je les ai pas. Ouais. Ouais, voilà. Moi, c'était pareil. Et donc, non, comment Donc tu le je fais définirais mon évoluer, vélo? quoi. C'était ça la question de base. Ouais, c'est quoi le setup de ton vélo, quoi, sur les Bah basiques? écoute, il est monté en monoplateau comme beaucoup de vélos maintenant parce que je vais que sur des terrains plats et puis que maintenant les cassettes, notamment chez SRAM, permettent d'avoir un étagement suffisamment grand pour pouvoir s'éclater, que ce soit en chevreuse, à Longchamp comme sur le Ventoux. Ah, donc ça devient un peu comme les VTT finalement avec un seul plateau et une Ouais. cassette vachement Après, claire, je crois. honnêtement, D'accord, je savais j'ai même pas que ça monté le se faisait. Ventoux. J'ai monté le Ventoux avec récemment. Oui, ouais. C'est quand même chiant. J'étais à 47 À l'heure? RPM, donc C'est pas beaucoup, ça. Ah oui, 47 RPM, ça doit, ouais. C'est de la ah ouais, non, presse, je suis quoi. arrivé là-haut, j'avais plus de jambes. Tu m'étonnes. Mais ouais, j'ai tout ce que tu peux trouver sur un vélo de triathlon, on va dire haut de gamme, parce que c'est le petit truc qui est cool quand t'es pro, pas forcément tous les pros, mais pour le coup, j'ai quand même pas mal d'aide de mes sponsors et j'ai du super matos. Enfin, j'ai des roues Envy, ça doit faire partie des meilleures roues du monde peut-être, ou qui sont rayonnées à la main, donc enfin comme
Tu vois, la tension de rayonnage correspond à ce que j'aime. J'ai tous mes roulements qui sont en céramique, parce que j'ai Cycling Céramique qui m'aide beaucoup depuis pas mal d'années. Et ça Et change. puis le vélo, Excuse-moi, ça change beaucoup, ça, pardon, les roulements en céramique. Tu vois vraiment la différence avec des roulements Alors, plus classiques? en termes de sensation, tu vois pas du tout de différence. Honnêtement, c'est imperceptible. En revanche, en termes de durabilité, si tu les entretiens bien, oui, évidemment, tu as quand même moins de friction, donc forcément un meilleur rendement. Là où il y a un gros gain, notamment avec les pièces Cycling Céramique que j'utilise, c'est au niveau de la chape de dérailleur. En fait, les galets sont plus gros, et donc du coup, le rayon de courbure de la chaîne est un peu moins important que sur un dérailleur classique où c'est des toutes petites roues. Enfin, les galets sont plus petits, et du coup, le développement est plus gros. C'est un peu comme le fait de passer d'une route 650 à une route 700, quoi. Si tu veux, le déroulé de ta roue, si tu la mettais à plat, est plus long. Forcément, parce que le diamètre est plus grand. Voilà. Ok. Intéressant du coup. Et tu disais, Parly là, c'est ça? T'accompagnes depuis quelques temps. Est-ce que il te questionne un petit peu sur des développements? Est-ce que t'es sollicité parfois sur de la R&D, ce genre de truc? Eh ben non, malheureusement. Ah, quelle erreur! Non, honnêtement, et en plus, je suis très, enfin moi, honnêtement, j'adore Parly parce que c'est une petite marque et que Bob Parly, le fondateur, c'est un mec passionnant quand tu l'écoutes, et même si ce vélo, pour moi, approche la perfection, il y a toujours des petites choses que tu as envie de modifier, mais c'est très personnel. Est-ce que mon voisin qui a un vélo Parly a envie de la même chose? Je sais pas. Mais néanmoins, j'aurais été hyper content d'être impliqué là-dedans. J'ai des sponsors qui le font, mais ça reste dans d'autres domaines que le vélo, notamment en nutrition avec Ta Énergie, où ils impliquent vachement leurs athlètes dans le développement des produits, dans ce qu'ils attendent en termes de charge glucidique, de calories à l'effort, etc. Et pour le coup, Parly, non, mais bon, je pense qu'ils ont une petite équipe de développement et qu'ils préfèrent rester dans leur coin. Voilà. Ça marche. On voulait faire un focus aussi aujourd'hui sur les capteurs de puissance. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, déjà parce que plusieurs d'entre nous travaillent dans la data en sens large, mais plus sur la publicité bien sûr, parce que c'est là qu'il y a le plus de jobs, mais malgré tout c'est un sujet qui nous intéresse. Toi, t'en utilises un depuis quand? Écoute, j'ai commencé le triathlon avec un capteur de puissance, donc j'ai tout de suite, en fait, j'avais un vélo pourri, mais j'avais un capteur de puissance. Et tu vois, dans mes athlètes, si tu viens rouler un jour avec nous le samedi matin, il y a Victor, j'espère qu'il écoutera ce podcast, qui a un Between, mais un vélo tout claqué. Franchement, j'aurais honte. Des fois, j'ai même honte quand il est dans le groupe. Mais par contre, il a un capteur de puissance. Ah, ça va. Ah ouais, non. En fait, j'ai vraiment fait partie des... En fait, ça s'est développé. Ça s'est démocratisé, on va dire, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, on commençait à avoir les power taps, c'était dans le moyeu, dans la roue. Ah oui, d'accord. Au début, c'était là. Ok. Exact. D'abord, il y a eu SRM qui faisait des pédaliers, mais c'était excessivement cher, et c'était réservé aux triathlètes, enfin, d'abord aux cyclistes professionnels et après aux triathlètes professionnels. Il y a eu Power 2 Max aussi, qui a fait des pédaliers où il y avait la mesure que sur un côté, que sur une manivelle. C'était manivelle gauche, de mémoire. Mais tu as longtemps eu, parce que c'était assez abordable, des mesures dans le moyeu, notamment Lionel Sanders, qui en a utilisé un pendant très très longtemps. Voilà, c'était assez fiable. Et quand tu dis dans le moyeu, c'était un accessoire que tu fixais sur un moyeu d'éjection? Non, tu changeais toute la mécanique. Un moyeu qui était beaucoup plus gros qu'un moyeu classique, et en fait, c'était une marque qui s'associait avec pas mal de constructeurs de roues, et donc du coup, ils te vendaient la roue complète. Ça te permettait de changer de vélo, de le changer si tu avais un vélo de route et un vélo de tri. C'était assez pratique, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, dans les grandes catégories qui existent sur les capteurs de puissance, les moyeux, ça existe encore? Et écoute, je suis pas sûr. Je pense que ça doit toujours exister, mais c'est vrai que maintenant, ce qui s'est beaucoup démocratisé, c'est les mesures dans les pédales avec, par exemple, la Sioma. Enfin, je dis Asioma parce qu'il y en a d'autres, mais je pense qu'en termes de fiabilité, c'est le meilleur rapport qualité-prix, ouais. Je suis pas sponsorisé, hein, mais vraiment, c'est pour moi... C'est ceux que j'ai, ouais. Par exemple, avec Thibaut aussi. Honnêtement, pour moi, c'est ce qu'il y a de... Enfin, c'est le meilleur rapport qualité-prix en ce moment, hein. J'utilise pas de pédales Asioma, mais en tout cas, j'ai une grosse partie de mes athlètes qui roulent avec ça.
et c'est là où j'ai plus de fiabilité dans les datas, c'est là où j'ai plus surtout de linéarité dans la saison, et surtout, chose très importante, j'ai pas de problème de variabilité quand on est notamment en stage, en altitude, des choses comme ça. Ah ça Où, peut arriver avec des capteurs de puissance. L'altitude fait que... ouais, D'accord. bah, en fait, c'est pas l'altitude, mais c'est l'hygrométrie, c'est la pression atmosphérique, l'humidité, et en fait, il y a certaines marques où les capteurs ne sont pas trop étanches, et en gros, l'évolution de la data entre le bas d'un col et le haut d'un col est trop importante pour que ça soit fiable, quoi. Ça, c'est pas juste parce que tes athlètes, ils appuient moins fort à arriver en haut. C'est peut-être ça le Alors, problème ça de la joue data. aussi. Ça joue aussi parce que forcément, quand tu montes en altitude, la densité de l'air est un peu moins importante, donc il y a un peu moins d'oxygène pour alimenter tout ça. Mais non, en vrai, il y a vraiment des gros écarts. Moi, je me souviens à une époque, je changeais, en fait, j'ai travaillé longtemps en magasin, donc je bénéficiais de prix assez intéressants. Et donc, j'ai pour habitude de changer mon matériel à peu près toutes les saisons, donc tous les 8 mois. Et j'avais beaucoup de problèmes de fiabilité avec une grande marque, hein, pourtant, hein, mais ouais, non, j'avais des gros problèmes en fonction de, tu prends l'avion, t'arrives, même si tu l'éthanol, ton capteur n'a pas les mêmes valeurs qu'avant, quoi. Et du coup, maintenant, Voilà. pour les capteurs enfin les pédales, c'est les deux pédales. Ouais. Maintenant. Alors, Assioma, je crois, propose les deux. Il propose une mesure toujours à gauche. Et donc là, t'as un petit déséquilibre qui peut quand même aller jusqu'à 10%, donc c'est pas négligeable. Enfin, même plus de 10% en fonction de, je sais pas, si t'es fait casser la hanche, donc ça peut arriver, hein. Mais après, c'est vrai que si c'est possible, le mieux reste d'avoir la mesure dans les deux pédales, ouais. Okay. D'accord, pour l'équilibre justement gauche-droite et avoir aussi un bon reflet de watt. Exactement. Okay. Ouais. Et d'avoir les deux pédales, ça t'apporte d'autres types d'informations ou c'est simplement parce que c'est plus fiable? Alors, ça apporte. Alors, je sais pas si Assioma le fait, mais je sais que Rotor l'a fait, notamment pour l'efficacité de pédalage. C'est-à-dire qu'en gros, ils essayent d'optimiser le moment où on a le plus entre guillemets, de force, quoi, sur la circonférence, en fait, du pédalage, en fait, en gros, du cycle de pédalage, on va dire. Moi, j'utilise un capteur SRM qui est de marque allemande. J'utilise ça depuis des années maintenant, et je suis même pas sûr que ça se fasse dessus. Et c'est pas une data que j'utilise, que ça soit en tant que coach ou en tant qu'athlète. Moi, je vais vraiment utiliser ce qui est assez basique, mais finalement marche très bien. C'est la puissance. Donc, enfin, évidemment, toutes les puissances, hein, puissance normalisée, la puissance et la cadence, tout ce que nous offre, voilà. C'est quoi la différence justement entre la puissance classique qu'on peut voir et la puissance normalisée, entre guillemets? Oula, alors je peux me lancer dans cette explication, mais ça peut potentiellement être très long. Donc je suis pas sûr que vous soyez chaud pour ça. Faut suivre laquelle? Puissance normalisée ou puissance classique? Je pense que pour pratiquer le triathlon, je pense pas, je suis sûr même, pour pratiquer le triathlon sur des courses avec des dénivelés relativement faibles, l'idée c'est d'avoir les deux égales. Puisque en fait la puissance, je vais pas me lancer dans cette explication, ça va être trop long, mais non, l'idée est d'avoir les deux valeurs assez proches, mais la puissance normalisée, on écrète en gros les puissances élevées de la puissance moyenne, et donc on n'a que des valeurs hautes. Donc si par exemple on a fait 5 sprints sur la sortie d'une heure, 5 sprints si on a fait 5 fois 5 minutes tempo, donc plus rapide, on va avoir une puissance normalisée plus élevée que notre puissance moyenne, quoi. Ça permet de mesurer plus précisément l'impact d'une séance sur la fatigue, parce que entre un mec qui va faire une heure à 200 watts de moyenne et un mec qui va faire une demi-heure à 100 watts et une demi-heure à 300 watts, au final, la puissance moyenne est la même. Par contre, t'en as un qui d'un côté va avoir 200 watts de puissance normalisée et l'autre va avoir 250 watts de normalisée. D'accord, c'est une sorte d'écart type par rapport à ta moyenne, quoi, de watts. Oui. Oui. Grosso modo. D'accord, ok. On pourrait aller encore plus loin dans les explications. Mais je caricature de ce que j'ai compris. Et du coup, c'est vrai que donc, ce que tu dis, c'est que finalement, en faisant des triathlons, il vaut mieux qu'on soit proche entre la puissance classique et la puissance normalisée. Sinon, ça veut dire qu'on a peut-être appuyé trop sur un col ou sur un sprint, et que logiquement, tu es plutôt obligé de lisser ta puissance, quoi. Ouais, c'est ça. Un tri. Okay. Après, évidemment, si tu fais une course comme Nice, si tu fais une course comme l'Ambraman, on n'analyse pas les données de la même façon. Donc, je donnerai pas les mêmes consignes à un de mes athlètes qui fait les sables qu'à un athlète qui fait le 73 de Nice, quoi, en termes de normalisé.
Quand t'as des cols, c'est sûr que c'est dur de maintenir 180 Bah, et ou puis même, 200 watts. c'est aussi le. Enfin, moi, C'est j'ai le tenté parcours, une quoi. fois de faire en brun et j'avais des consignes très strictes dans chacun des cols et dans chacune des sections vallonnées de la course, quoi. Très clair. Et dans les autres types de capteurs, sinon, au-delà des pédales directement, tu as aussi dans le pédalier, c'est ça? Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est dans le pédalier, donc c'est ce que je trouve. Enfin, j'allais dire ce qui est plus fiable. C'est pas vrai, mais en tout cas, chez SRM, enfin, j'utilise ça depuis presque 4 ans maintenant. J'ai jamais eu aucun souci. Et là, c'est les deux Et ça marche. manivelles, entre guillemets? Enfin, c'est les deux côtés? Alors, Ou c'est que pédalier? de mémoire, le fonctionnement, c'est pas dans les manivelles directement, D'accord. c'est dans l'étoile en fait, et donc il y a des jauges de contrainte qui mesurent la déformation. Voilà, mais donc ouais, ça mesure les deux côtés, ouais. Et si tu devais donner une grande différence, s'il y en a une, bien sûr, entre dans les pédales ou dans le pédalier, c'est quoi? C'est la typologie de data? Ça va t'apporter des trucs Non, supplémentaires? la typologie de data est la même, non, mais par Le contre, ce qui poids? est clair, c'est que Je sais pas. le poids, je pense, est plus avantageux sur les pédaliers parce que au final, l'étoile est pas beaucoup plus lourde qu'une étoile standard, alors que les pédales, je crois, que sont quand même assez lourdes. Honnêtement, moi, c'est pas une data importante pour moi parce que vu que je fais 80 kilos quand même, je vais T'as pas plus à forcément 200 essayer de grammes, rouler quoi. avec un. Voilà, c'est ça. Porte-bidon plastique ou porte-bidon carbone, moi, je m'en fous, hein, donc ouais, non, c'est pas ça, mais c'est clair que par contre, l'avantage des pédales, c'est bah, tu veux les plugger sur ton vélo de route, ça te prend 3 minutes. Après, tu as peut-être des procédures d'étalonnage ou chez Garmin, où tu as des procédures très particulières pour le montage. Ça peut être fastidieux, mais sinon, enfin, chez Asioma, comme on en parlait, c'est hyper facile. Là, typiquement, j'ai un de mes athlètes qui part aux Canaries pendant 15 jours, bah, il a juste à prendre ses pédales et il loue un vélo là-bas. Et j'en ai un autre qui a un job hyper atypique, il travaille 2 mois sur un bateau en mer, et 2 mois il est à terre et il travaille pas. Bah lui, il a un vélo de spinning sur son bateau, il prend juste ses pédales et tac. J'ai de la data alors qu'il est à 5000 bornes en pleine mer, quoi. Et en termes de durabilité, tu penses que c'est à peu près la même chose? Bah, étant donné que les pédales sont un peu plus exposées aux accidents, ça dépend surtout du pilote, on va dire. Mais non, le capteur de puissance, c'est dans le pédalier, c'est le truc qui est indestructible normalement, quoi. Et il y a un autre point aussi, c'est peut-être l'autonomie. Enfin, pour le coup, moi, j'ai un capteur de puissance dans le pédalier, j'ai dû changer la pile 3 fois. Alors, il y a 2 raisons. Soit c'est que les piles sont très bonnes, ou que l'autonomie par défaut est très bonne, ou alors que je pédale pas assez. C'est la troisième possibilité. Non, mais il y a une différence peut-être d'autonomie. Toi, tu recharges sous les combien tes pédales? Bah, après, il y a la recharge par sécurité, tu vois. Ouais. Donc à chaque sortie. Je pense que les Asomnia, ça doit bien durer, je pense, 3 mois. Enfin, après, si tu roules toutes les semaines avec, je pense que 3 mois, ça dure large. Okay. C'est à peu près comme je recharge mon. DI2. Merde. Ouais, mon DI2, c'est ça. Ok, donc plutôt pareil. Ouais, ça va, c'est pas. Le SRM, par exemple, les anciens, ils étaient pas rechargeables et c'était tous les 2 ans. Donc, fallait changer la pile tous les 2 ans. Ou tous les ans si tu fais 40 000 bornes par an, mais bon, c'est rare. Et il y a Donc, d'autres types de capteurs qui existent, à part pédalier ou pédale? C'est rarement dans les. Non, je crois. Si, c'est rarement dans le guidon. Il y a la manivelle. Oui. Ouais, non. Mais tu peux acheter juste les manivelles. Stage fait ça. T'achètes juste la manivelle gauche. En fait, mettons, t'achètes de série un vélo dans le commerce en Ultegra. Ils te proposent d'acheter juste une manivelle, la gauche. L'avantage, c'est que ça te prend 3 minutes à changer aussi. Et c'est assez intéressant en termes de rapport qualité-prix parce que je crois que ça commence autour de 300-400 euros. Par contre, voilà, encore une fois, on revient où tu n'as qu'un côté qui est mesuré, quoi. Donc, tu as une estimation sur la mesure de ta jambe droite. Mais tu parlais des budgets, en effet, je crois qu'en termes de budget, si je me trompe pas, on est minimum à Somnia, ça doit être 250-300 euros la pédale. La pédale simple, ouais. C'est ça, ouais. Et je crois que ce que tu as l'air de dire, c'est que la manivelle, c'est à peu près ça. Donc, premier prix, c'est à peu près ça. Et je crois qu'après, à Somnia, double pédale, c'est 500 euros. Et sur le pédalier, je crois que c'est un peu plus cher. Non, ça doit être plutôt 600. Ça dépend des marques. Des mais... marques comme Power to Max, ça reste très abordable et hyper fiable aussi. Après, SRM, en fait, ça dépend surtout des manivelles que tu mets dessus parce que l'étoile en elle-même, c'est quand même. Enfin, faut compter 2000 euros. Donc, ça fait vite des pédaliers à 3000 euros si on prend des manivelles carbone. D'accord. Haut de gamme.
Et du coup, si tu devais faire un choix pour tes athlètes, en tout cas les conseiller, tu fais le choix de la typologie de capteur en fonction du prix, du niveau de l'athlète? Non, maintenant, moi, je les oriente quasiment tous vers du Asioma ou du SRM d'occasion. Et je leur dis de l'envoyer en maintenance parce qu'en fait, les Allemands, c'est des mecs qui adorent, dès qu'ils produisent quelque chose, industrialiser le process. Donc, que ça soit dans la fabrication comme dans le SAV, c'est carré. Donc, un capteur SRM, acheter un ancien cycliste pro sur Troc Vélo, ça va leur coûter 500 €, si même moins. Et en fait, ils vont l'envoyer en SAV chez SRM, ça va leur coûter 150 ou 200 € de mémoire. Et ils sont partis pour 2 ans et ils auront un truc nickel. Et on peut même, chez SRM, faire l'upgrade pour avoir la version rechargeable. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai plus besoin de l'envoyer tous les 2 ans pour qu'il me change la pile. Ok. Et ce que je comprends, c'est que tu conseilles à tous tes triathlètes de le faire, quoi. Vaut mieux pas changer de vélo et garder son vieux between, entre guillemets. Moi, ça fait partie de mes critères pour venir. En fait, le problème, c'est que c'est trop compliqué de coacher. Ça se fait, hein, et ça s'est fait, hein, à l'époque. Comment ils faisaient, les coachs, ils avaient pas de... Enfin, ils donnaient des séances, puis même pour l'exploitation des data, à l'époque, il n'y avait pas Garmin Connect, il n'y avait pas Training Peaks, il n'y avait pas Strava. Donc, c'était hyper compliqué. Mais le problème de la fréquence cardiaque, c'est qu'elle a vachement plus d'inertie que les watts, c'est qu'elle est dépendante de plein d'autres critères, de fatigue. Donc, la puissance, pour moi, c'est primordial, quoi. Donc, sur le vélo, en effet, c'est... Ouais. Parce que ce que tu dis, c'est que le rythme cardiaque est soumis à trop d'éléments extérieurs et que finalement les watts, ça reste une watt quoi qu'il se passe. Voilà, donc, vaut mieux avoir ces watts de référence. D'ailleurs, j'ai un très bon exemple puisque hier j'étais avec un pote et nous avons fait une sortie classique. C'est Paris-Chartres-Paris, c'est notre sortie classique. Et d'habitude, je prends toujours un flanc à ma petite boulangerie à Chartres. Et là, cette fois-ci, j'en ai pris 2. Et j'étais 10 pulses plus haut au retour qu'à l'aller. Parce que j'avais le ventre trop plein. Mais j'avais les mêmes watts. Donc ça passe. Et est-ce que dans les entraînements que tu fais avec tes triathlètes, tu as aussi testé les capteurs de puissance pour le running? Oui. Alors, ils sont pas obligés, là, pour le coup, d'en prendre un. Hein. Ça, c'est un peu plus récent comme pratique ou comme approche. Ouais. Tout à fait. Et alors, le problème, pour l'instant, c'est que Training Peaks, donc, qui est le logiciel que j'utilise pour voir les datas de mes athlètes, ne gère pour l'instant pas très très bien les tableaux. Enfin, on peut pas programmer les séances en utilisant les watts. Et puis il y a des séances où c'est pas forcément utile. Enfin, quand on va faire ce qu'on appelle du HIIT, donc des intervalles très courts, c'est pas nécessaire d'en avoir un. Moi, j'en utilise un au quotidien. J'épluche pas forcément les datas de toutes mes séances à pied. Par contre, dès que je vais faire des séances de seuil, je vais l'utiliser. Dès que je vais faire des séances de PMA, donc en bosse à pied, je vais l'utiliser. Dès que je vais faire de l'allure aussi spécifique sur des longues séances de 1h30, 2 heures, par exemple, où je vais faire des longs blocs d'allure Iron ou d'allure Half. Ça me permet de voir un peu la variabilité. Et puis ça m'a aussi permis de tester des chaussures, voir un peu les différences entre lame carbone avec petit coussin devant, drop 0, c'est intéressant. Et mes athlètes sont pas obligés de l'utiliser, mais s'ils en ont un, je m'en sers. Ouais. Et ça te semble fiable, les datas collectées? Écoute, pour l'instant, enfin en tout cas ceux qui utilisent le Stryd, oui. Je sais que Polar en utilise sur leur montre, et là pour le coup c'est pas fiable du tout. Enfin, en tout cas tout ce que j'ai vu en data c'était... Sur le Stryd, excuse-moi, c'est quoi, c'est la chaussure? C'est un tout petit pod que tu mets sur le pied gauche. D'accord. Enfin, peut-être qu'on peut le mettre sur le pied droit, je sais même pas. Mais alors, je sais pas du tout comment ça fonctionne en interne parce que, étant donné que c'est que sur un pied, j'imagine que ça doit être un genre de petit accéléro. Mais ce que je trouve fou, c'est que, par exemple, quand tu fais un trail avec une côte où t'es limite en train de faire de l'escalade, il te sort quand même des puissances qui sont cohérentes par rapport à l'effort que tu dois fournir, tu vois, enfin, surtout quand tu fais 80 kilos, quoi. Et c'est des watts, c'est pareil, c'est le même principe qu'en vélo. Et puis alors, moi, pour le coup, c'est assez proche de mes valeurs en vélo, donc c'est assez drôle. Ah, c'est marrant. Ouais. C'est-à-dire que tu auras une FTP plus ou moins similaire entre le vélo et la course à pied, quoi. Ce qui, dans le fond, est logique, parce que c'est le bas du corps qui travaille et t'envoies un peu pareil. C'est pas vraiment les mêmes muscles après, mais bon.
Je sais pas, honnêtement là ça va trop loin Ok. pour moi. Mais Non, en on tout s'arrête cas, dans la précision, promis. ouais, non, mais c'est vrai que les watts sont assez proches, ouais. Je pense que j'ai une FTP quand même bien plus élevée, je suis plutôt autour de 430-450 à pied. Mais par contre, les allures Iron et les allures Alpha sont assez proches, ouais. Et tu parlais très rapidement, je reviens sur ce point, des Mhm. différences que tu as pu éventuellement constater avec ce capteur sur les chaussures. Lame Mhm. carbone, pas lame carbone, c'est vrai que c'était un petit peu la discussion Ouais, alors, de l'année chez les runners sur les 18 ou 24 derniers mois. C'est un truc que tu as constaté factuellement avec ce Ouais. capteur? Ouais, ouais. Et c'est Et non, 4% ou c'est enfin, plus alors? ah, et tu sais quoi, j'ai même pas fait le calcul, ça serait intéressant de le faire, mais alors j'avais, par exemple, sur des séances un peu en dessous du seuil, j'avais 20 watts d'écart. Sur des chaussures, donc la Nike Next. J'ai pas testé avec la Alpha Fly, donc celle avec la bulle en plus à l'avant. Entre la Next et des chaussures standards autres, quoi, Oka et autres marques. Voilà. Ouais, donc sur une distance de 2h30 à 3h30 ou 4h sur le Marat, ça fait quand même la diff, 20 watts. Bah, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que moi j'ai vu alors il y a des grosses différences, notamment voilà au seuil et à VMA, mais il y a aussi des grosses différences sur des allures plus modérées, autour de 15 à l'heure. C'est déjà Et ouais, modéré, Ouais, modéré rapide pour Monsieur Tout le Monde. c'est pas mal. Non, mais effectivement, c'est une chaussure que j'aurais pas du tout envisagé mettre il y a quelques mois de ça sur Ironman. Et maintenant, je me pose vraiment la question, parce que là, je vais arriver dans le vif de ma préparation avec des gros enchaînements à pied, des grosses séances, enfin, pas forcément dures, mais très longues. Et ouais, je vais un peu plus affiner mes choix là. Et je pense que ouais, je vais courir avec une chaussure à lame carbone type Nike, avec un drop de 8. Voilà. Chose que je j'ai jamais fait. C'est-à-dire que d'habitude, moi, je suis plutôt sur des chaussures à faible drop. J'ai une grosse cadence avec une faible oscillation verticale et je cours comme un gros, quoi. Des tout petits pas. Ça marche. Et bah, peut-être plus sur les capteurs de vélo que sur les capteurs de running, mais c'est quoi les grandes datas qui sont collectées, que tu utilises aujourd'hui pour le coaching, à part les watts? Parce que ça, on a compris que c'était un truc super important, mais tu vois, par exemple, sur le vélo, est-ce que tu as des datas sur le fait que la pression sur tes pédales soit assez linéaire, enfin le rouler rond, tu vois, tirer, pousser, etc. C'est des choses que tu Non, utilises toi aujourd'hui? j'utilise pas ça. Moi, j'utilise vraiment la puissance et la cadence. En tout cas, de ce qui est récolté par le capteur de puissance. Après, ouais, non, sur le vélo, j'utilise que ça. Parce que je les ai même pas dans mes données en fait sur Training Peaks, je crois. Je vais pas te dire de bêtises, mais j'ai mon Training Peaks qui doit être ouvert par là. Euh, donc je sais pas. Et à pied, par contre, j'utilise beaucoup la cadence, l'oscillation verticale dans certains cas. Quand je vois des gars qui ont des faibles cadences, par exemple, on essaie de travailler un peu plus. Après, C'est quoi pour toi une faible cadence? bah, Sur ça le dépend de vélo et l'allure. running d'ailleurs, mais... Bah, en fait, ça dépend vraiment de l'allure, parce que puis ça dépend des gars aussi, hein. Il y a des gars qui sont très très bien à vélo, notamment. Moi, tu vois, mon allure, ma cadence sur Ironman, on est autour de 85 RPM, entre 80 et 85. De mémoire, je suis souvent à 83 et plutôt 90 sur Alf. Mais chacun a ce qu'on appelle sa cadence optimale. Et d'ailleurs, je fais souvent des exos comme ça où je les fais travailler en force, donc entre 60 et 70 RPM, et en hypervélocité, donc entre 90 et 110 en fonction des gens. Et après, je les laisse libres à eux de se mettre sur leur cadence optimale, qui est leur cadence de confort, en fait. Et j'ai pas assez d'expérience, je pense, pour vouloir leur imposer une cadence optimale. Et je pense que je suis pas sûr que ce soit forcément bon de vouloir imposer à quelqu'un une façon différente ou une façon, enfin, de faire, tu vois. Mais ta Si cadence t'es bien optimale, tu vois, ta cadence optimale, c'est ta cadence sur laquelle tu arrives à envoyer des watts satisfaisantes, mais ton cardio, il arrête d'augmenter? C'est comme... Alors non, quand je dis optimal, moi c'est au croisement de mon meilleur ratio FC watt. En gros, je sais que si je mets quelques RPM de plus à iso watt, ma fréquence cardiaque augmente,
et inversement, je suis trop bas et du coup, je m'endors sur mon vélo, quoi. Ouais. J'ai l'impression que, alors moi je connais pas vraiment pas grand chose, hein, mais que sur le vélo c'est plus pour avoir justement un bon équilibre entre la fréquence cardiaque pardon, les watts, et donc aussi avoir finalement un bon confort tout en envoyant un petit peu à pied, enfin en vitesse pardon, alors que en course à pied c'est plutôt aussi un moyen d'éviter de se blesser. Je sais qu'ils conseillent aussi alors dans Life Fit Running, hein, après c'est un peu mon livre de référence pour apprendre à avoir la bonne poulaine à pied. Il disait que c'était à peu près 180 pas par minute. Pour que justement que tu as un appui pas trop justement sur le talon et plutôt en dessous de la jambe, et que tu puisses aussi avoir une bonne circulation sanguine. Je sais pas si c'est des trucs que tu... Si, c'est dans les... Enfin, oui, effectivement, on généralise souvent en disant que autour d'allure, par exemple allure aéron ou même allure half, certains, 180 pas par minute, c'est la bonne valeur à avoir. Moi, c'est la valeur que j'ai, mais j'ai c'est pas une valeur envie, théorique après, quoi. Voilà, c'est ça, c'est que j'ai pas envie d'imposer ça à mes athlètes. Il y a plein de valeurs théoriques, hein. En nutrition, c'est pareil, hein, on a plein de... Mais il y a trop de cas par cas pour... Voilà, je sais qu'il y a des coachs qui font énormément travailler sur la cadence à pied, hein. Moi, pas trop, à part quand je vois des trucs vraiment totalement déconnants, hein, mais non, pas trop. Et donc pour revenir sur le vélo et les watts finalement à tenir, toi tu conseilles à tes triathlètes du coup de faire un premier test FTP pour avoir donc une première stat de référence. Donc pour rappel, hein, pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais un test FTP, si je dis pas de bêtises, c'est justement les watts que tu es capable de tenir normalement pendant 1 heure. Alors moi je sais pas comment on fait pour tenir 1 heure à ces watts là, mais bon, le test en tout cas ça consiste à faire plutôt un test de 20 minutes. C'est ça. C'est ce qu'on fait. Ouais, c'est ça, mais moi personnellement j'ai une FTP sur Zwift que je serais peut-être incapable de tenir sur 1 heure, à moins de justement m'étourdir peut-être et de m'évanouir à la fin de l'entraînement. Mais... Je te rassure, c'est pareil pour moi, hein. Ok, bon, ça va. Je suis à 400 watts, mais je me vois mal tenir 400 watts pendant 1 heure. Après, on peut faire des tests par palier aussi. Ouais. J'avoue que je préfère le test FTP 20 minutes, qui est plus proche de la réalité, qui est peut-être plus dur que le test par palier. Mais bon, ça dépend. Moi, en général, je fais des tests, des CP20. Je le fais pas tout de suite au début du coaching parce que c'est quand même une séance intense. Et du coup, j'aime bien leur remettre un peu d'intensité d'abord pour les stimuler un peu. Mais c'est quelque chose que je fais très rapidement dans mon approche du coaching pour avoir des bonnes datas. À pied, je fais pas forcément de test VMA, je me base plus sur leur test 10 km qui est assez proche en fait finalement de leur seuil. Et finalement, le seuil, c'est aussi ce que j'utilise maintenant en course à pied comme valeur de référence. D'accord. Et ce test FTP, tu le refais tous les combien dans une prépa pour un athlète? Tous les 3 mois? C'est quoi le... Non, souvent j'en fais... j'allais dire souvent, c'est pas... il y a des athlètes à qui j'en fais faire souvent et d'autres à qui j'en fais faire un et c'est tout. Et ceux que t'aimes bien et ceux que t'aimes pas, quoi. Toi, tu vas en faire un toutes les semaines. Après, c'est clair qu'il y en a, on augmente toutes les semaines. Tu vois. L'enfer. Il y en a à qui on discute. Tout n'est pas fermé, quoi. Enfin, je suis pas le dieu, quoi. Tu vois. Donc, dans mon approche du coaching, je laisse une part à mes athlètes j'aime bien les rendre autonomes aussi. Donc, tu vois, je leur dis, là, quand même, on a fait un bon cycle et tout. Moi, je serais d'avis de te rajouter 10 watts de FTP. Qu'est-ce que t'en penses? Et on vient sur un accord, tu vois. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais non, je leur fais pas faire de tests souvent, en fait. Et typiquement, moi, je suis le mauvais exemple parce que j'ai fait un test FTP dans ma vie et j'ai fait 2 tests VMA dans ma vie. C'est tout. Ah oui, t'en fais vraiment pas régulièrement. Ah non, jamais. Enfin, ça fait pas très longtemps que je fais du triathlon, c'est 2012, donc tu vois. Mais non, j'en fais jamais quasiment. D'accord. Voilà. Après, c'est parce que j'ai tout de suite, comme j'ai tout de suite dans les datas, je me connais. C'est ça, une fois que tu connais tes rythmes aussi. Ouais. Voilà. Et puis c'est pas pareil qu'un amateur qui commence, en effet, qui va avoir un niveau vraiment tout pourri au début et qui va progresser justement progressivement, alors que toi t'es déjà quand même à un très bon niveau, donc je suppose que ta FTP va pas changer malheureusement de 20 à 30% tous les 6 mois, quoi. Malheureusement non, j'aimerais bien. Mais par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que tu vois, les débutants, enfin vraiment ceux qui débutent, pour l'aspect psycho, c'est hyper intéressant, je trouve, d'en faire parce que du coup, ça met des chiffres concrets sur le travail effectué et c'est hyper important pour eux, tu vois, surtout dans une période comme celle qu'on a vécue là sur les 2 dernières années où on n'avait pas de course pour se tester et tout. Et donc du coup,
c'est des bonnes targets, tu vois. On se dit, dans 2 semaines, on fait un test FTP. Tu vois. Moi, j'ai essayé de les alimenter comme ça sur des tests, sur des cycles spécifiques ou sur des tests à pied aussi, hein, des tests 3 km, 5 km, 10 km. Bon, ça fait du bien, sauf quand tu régresses. Moi, la dernière fois que j'en ai fait un, j'avais régressé, donc c'est un peu dur. Mais c'était des mauvais paramétrages. Et j'étais fatigué, je crois. Pas bien réglé. C'est ça. C'était tout. C'est Moi, j'essaie de trouver des fausses excuses quand c'est comme ça. Quand c'est régresse, je leur dis, les gars, c'est pas bon là, faut pas le faire aujourd'hui. Ça va pas. Faut que t'appelles Zwift. C'est ça, il y a un problème. Et après, tu conseilles quoi justement en course? Parce que moi, typiquement, là, on prépare avec Mélène qui est absent aujourd'hui l'Ironman de Nice, et on se demandait justement à combien de pourcentage de ta FTP tu dois essayer de maintenir en puissance normalisée. Oh putain, j'étais bon là-dessus, non? Puissance normalisée ou puissance classique? Sur une course comme sur Nice, tu vas avoir des écarts entre ta normalisée et là pour le coup, ça va. Et ta puissance moyenne, c'est clair. Alors, en fait, ça, encore une fois, ça dépend du niveau de l'athlète. Tu vois, par exemple, un triathlète pro, d'ailleurs, c'est cool parce qu'un mec comme Frodeno partage de plus en plus ses datas, ses données, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est intéressant, mais c'est un mec qui, par exemple, il fait des halfs à 97% de sa FTP. Et c'est quelque chose... Enfin, on n'est pas égaux là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous capables de se mettre la misère. Moi, par exemple, j'ai un gros écart entre mon niveau sur Half et mon niveau sur Iron. Sur Half, je suis, mais vraiment, sans prétendre, c'est pas de la fausse modestie, mais je suis nul. C'est-à-dire qu'à vélo, pour vous donner un ordre d'idée, comme là on parle de data, sur Ironman, je roule entre 280 et 300, mon meilleur, 302 watts. Et sur Half, j'ai sorti une fois 350 watts, et sinon, je suis toujours autour de 310, 320, 330 quand ça marche bien, mais ça m'est arrivé rarement, quoi. Et au final, ça veut dire que, tu vois, mon pourcentage de FTP entre l'allure Half et l'allure Iron est assez proche. Et j'ai des gars qui vont être comme ça, hein. J'ai des gars qui sortent même... je coach un gars qui a un peu moins de 50 ans, il sort quasiment les mêmes watts sur Half et sur Iron, à genre 3 watts près, quoi. Donc, mais en moyenne, entre 75% de ta FTP et 83, 85, 85 c'est quand même beaucoup, mais 80 quoi. Sur Ironman et puis un peu plus sur Half, mais encore une fois, ça dépend du niveau du gars, ça dépend du volume aussi, de la charge d'entraînement. Je vais pas prendre le même risque avec un gars qui a du temps à consacrer au triathlon et qui a des grosses charges qu'avec un gars qui s'entraîne très peu, où là, on va plus se fixer des targets moins ambitieuse, quoi. Voilà. Et tu conseilles quoi du coup? Tu conseilles d'avoir ta puissance en temps réel sur ton GPS ou sur ta montre et de la suivre tout le long comme ça de la course, ou tu conseilles d'avoir une moyenne c'est quoi comme data qu'on doit suivre justement en temps réel? Alors moi, mon compteur, limite, je te jure, faut prendre tes lunettes, hein, parce que je mets plein de data. J'adore avoir plein de chiffres devant les yeux parce que je sais pas, sur Ironman notamment, c'est assez distrayant, hein, ça permet de... Ça passe le temps. Ça passe le temps, exactement. Si on parle des data watts, moi je mets toujours la puissance moyenne 10 secondes. D'accord. Comme ça, j'ai une variabilité, mais quand même pas dingue non plus. Voilà. Et puis la puissance moyenne du circuit, donc c'est-à-dire la puissance moyenne depuis le départ. Et puis je fais la même chose pour toutes les autres valeurs importantes, donc la cadence, la FC, je mets une FC instantanée et une FC moyenne du circuit. La cadence, je mets la cadence instantanée et la cadence moyenne depuis le début. Voilà. Ça permet de te benchmarker et voir si t'es pas en train de complètement exploser dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Après, depuis que je suis en pro, c'est plus tout à fait pareil parce que la dynamique de course, c'est pas tout à fait la même. Donc, tu vois, typiquement, on parlait de mon dernier Ironman en 2019 à Cozumel. Quand Michael Weiss, je sais pas si vous connaissez ce triathlète autrichien, me double, c'est un très très gros rouleur, j'étais obligé de l'accrocher, quoi. C'est dans les règles du drafting évidemment, mais j'étais obligé parce que j'avais envie de voir ce que ça faisait. Donc là, je suis sorti totalement oublié. On l'avait dit avec le coach. Là, j'avais plus les moyennes. Là. Voilà. Mais parce que je savais que j'avais aussi de la marge, tu vois. Ouais. C'était dans une certaine... c'est toujours assez réfléchi quand même. Et pour finir peut-être sur cette partie data, si tu devais, que ce soit en tant qu'athlète qui pratique à un haut niveau le triathlon ou en tant que coach, si tu devais avoir une data supplémentaire qui est peut-être pas très utilisée aujourd'hui ou tu vois, quelque chose même dans un concept, quelque chose qui
tu penses pourrait te permettre de progresser ou faire progresser tes athlètes, ce serait quoi? Ce serait sur la partie, par exemple, ce qu'on voit de plus en plus, c'est par exemple les données autour de l'alimentation, enfin les capteurs un petit peu qui viennent te donner le taux de sucre que tu as dans le sang pour t'indiquer un petit peu la nutrition. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent, sur lesquelles tu voudrais aller, ou encore un autre truc, hein, c'était une idée parmi d'autres, mais si tu as d'autres pistes, vas-y. Comme on était sur les capteurs de puissance, j'allais dire l'efficacité du pédalage, j'aimerais bien que ça soit... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de m'y intéresser plus, donc j'aimerais bien que ça soit un peu plus courant, et je pense que ça va arriver. Il y a aussi un truc qui m'intéresse bien, il y a une boîte qui s'appelle GeoBiomized qui travaille là-dessus, c'est la pression, les points d'appui, les pressions de points d'appui, que ce soit sur la selle ou sur les semelles de vélo, parce que c'est assez important. Et typiquement, moi, depuis que j'ai des semelles qui épousent parfaitement ma plante de pied, j'ai beaucoup moins de fourmillement et je me sens, en termes de transfert de puissance, je me sens beaucoup plus optimal qu'avant. Après, il est clair que tout ce qui est donné de sucre, etc., ça va être, notamment sur Ironman où 80% de la performance est liée à la nutrition. C'est clair que ça va être, le jour où ça va être connecté à nos compteurs, ça va être la folie. On voit qu'il y a un acteur qui arrive assez fort là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais ça va être, je pense que ça va être génial. C'est Sapiens, c'est ça, son nom? Ouais, exactement. Sapiens, ouais. Sapiens, ouais. Après, il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est eux qui communiquent beaucoup là-dessus. Ils tabassent son marketing, là. On les voit pas mal sur Instagram. Ouais. Et dans les courses aussi. Hein. Mon père qui est diabétique utilise ça depuis pas mal d'années aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est moins fun dans ce contexte, ça c'est clair. Et tu penses que ça va un petit peu révolutionner vraiment la pratique? Enfin, c'est un peu comme tout, tu vois, les capteurs de puissance au début c'était peut-être un petit peu contraignant, tu parlais dans le moyeu, fallait des adaptations, on va dire, sur l'outil en tant que tel. C'est des trucs qui vont se démocratiser, tu penses, dans les années à venir? Je pense, ouais. Non, honnêtement, c'est sûr. Enfin, on est toujours à la recherche on est dans l'optimisation de la performance perpétuelle. Je veux dire, c'est le but d'un athlète, c'est de progresser, et encore plus quand on est pro. Et donc, les mecs, ils vont forcément y venir. Et enfin, ils y sont déjà d'ailleurs, mais c'est la prochaine step, c'est clair. Super. Bah écoute, Quentin, merci beaucoup pour toutes ces infos. C'était très enrichissant. Je pense que merci à vous, c'était cool de passer un moment avec vous. Avec tout ça, je pense que Joji va faire un temps incroyable. En vélo. Mais je vais toujours pas étalonner mon capteur de puissance, donc. Non, c'est pas grave. Les demi-watts, j'aime bien, juste pour le style. Ça fait plaisir de temps en temps, tu vois. Mais avant de te laisser tranquille, Quentin, on a encore 2-3 petites questions très rapides. La première, Joji, c'est quoi? C'est la plus importante, non? C'est quelle est ta bière préférée? Pour la récup. Alors, si on est ici dans le commerce facile, j'allais dire les Brooklyn. Ok. Genre chez Monop, tu peux trouver n'importe où. Sympa. En plus exotique, je suis un... valeur sûre. Une Brooklyn, une petite IPA. Pas trop fraîche, j'aime bien la bière un peu chaude, moi. Ouais. Dans le bidon, tu la vois souvent chaude. Voilà, Et si on sort un peu, la BFM, bière des Franches-Montagnes. C'est une bière suisse trop bonne. Très bien. Bah écoute... On n'a plus qu'à essayer ça, celle-là on la connaît pas, je crois. Non, je connais pas celle-là. Et on a une autre question pour toi, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Vu qu'on peut pas te suivre en vélo, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Si, vous pouvez aussi me suivre en vélo sur des sorties... Pas sûr. De home trainer, ouais. Non. Oui, bah je suis, j'allais dire, assez actif. J'aime bien la photo et je suis sensible à tout ça, donc forcément je suis actif un peu sur Instagram. Je poste pas énormément de choses, mais j'aime bien poster des photos de temps en temps sur mes entraînements, mais surtout sur mes petits vélos que je chéris. Et ton pseudo, du coup, on peut te retrouver comment sur Insta? C'est Quentinus, c'est Kent avec un 1 après et Nus à la fin. Ok. Très bien. Et sur Strava, du coup, tu publies tes entraînements, c'est ce que tu nous disais? Toutes mes datas, et là c'est mon nom, Quentin Curbuco, et je publie toutes mes datas, je publie même les thèmes d'entraînement, et en général j'essaie de répondre aux questions parce qu'il y a des gens qui me demandent ce que j'ai fait avant, comme échauffement typiquement, ou quel était le cœur de séance, et je mets pas tous les blocs dans le détail, sauf quand j'ai vraiment le temps, mais là avec le boulot, un enfant, etc., c'est compliqué, donc des fois je mets juste la séance, le titre, et voilà. On va regarder tout ça.
Et nous, Joji, Yes. Bah ouais, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes trompé la dernière fois que vous avez dit ça. C'est pas moi qui l'ai Je dit. suis pas là et les gars se trompent Parce que sur normalement, notre Insta quoi. c'est de vraiment notre nul. faute. C'est de notre faute si t'étais pas là. Ouais. En tout cas, c'est pas de ma faute si vous êtes trompé. Bon, bah, du coup, Joji, où est-ce qu'on peut nous suivre sur les réseaux Donc sur sociaux? Insta, pptc-tri. C'est vrai qu'on a dit underscore. Ouais. Et sur Strava, pptc_tri. Voilà, on s'était trompé. C'est Et on pas s'est grave, fait je vous en veux discuter, pas. désolé, Joji. Quentin, merci beaucoup à nouveau. Merci beaucoup, ouais, c'était très Merci sympa à de vous, t'avoir. les gars, c'était super cool de passer un moment avec vous. Bah, avec grand plaisir. À Bonne chance très bientôt. pour tes prochaines Et à très vite, je séances. compte sur vous pour qu'on fasse une sortie ensemble quand même. Ouais, Surtout mais quand qu'on tu est seras dans la fatigué région. un petit peu. On est Mais en en un même peu temps, dans dans le la même région. Puis toi, faut que Avec tu grand plaisir. Faut que tu progresses un Ouais, peu. faut que je progresse un peu là. Yanis qui arrive bientôt. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup. Ciao, À les très gars. bientôt. Salut à tous. Bye. Et surtout, n'oubliez pas que l'important, C'est le clou. C'est le club l'important. Merci beaucoup. merci, à bientôt. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.